Hello! Comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast, mais pas comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de bosser un peu pour vous. Et oui, parce que d'habitude, je partage un peu ma life, mes ressentis, mes humeurs, mais là, changement de programme, je vous ai préparé THE épisode. Genre vraiment, je vais vous faire le guide de l'externat. Oui, rien que ça. Si ce guide était un livre, il serait rose bonbon et jaune soleil, clairement mes couleurs préférées. Il aurait des paillettes partout, même si je m'habille 95% du temps en noir, vraiment la meuf est totalement illogique. En couverture, il y aurait plusieurs bulles avec ma tête en train de passer par tous les états émotionnels possibles. Et le titre, ce serait genre « Le guide de l'externat. Comment survivre à cet enfer ?» Je rigole, d'accord? Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous enregistre le guide que j'aurais adoré avoir en entrant en externat. Et même si vous êtes dans des années supérieures ou inférieures, franchement, restez, je vous jure que les conseils que je vais donner peuvent servir à tout le monde. Pas forcément juste aux externes, même si bien sûr, c'est un peu le but de cet épisode. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration, on est entre nous et c'est parti pour ce tout nouveau format, mon guide pour survivre à l'externat. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vous ferai aussi un guide spécial stage, un guide spécial examen clinique, un autre pour les downs, un autre pour les moments de up, un guide de l'interne. Ouh là, je m'emballe, revenons à nos moutons. Pour cet épisode, j'ai vraiment travaillé. Il sera en 4 parties. La première partie, ce sera se préparer mentalement et matériellement. Il y a environ 4 points que je vais aborder. Dans la deuxième partie, ça sera le terrain, stage et réalité. Il y a à peu près 5 points que je vais aborder. La partie 3, ça sera la tempête émotionnelle et il y aura à peu près 3 parties. Et la partie 4 sera la résilience et évolution. Et là, il y a juste quelques points, mais c'est une petite partie qui me tient à cœur. Alors, on est parti. C'est parti pour la partie 1, se préparer mentalement et matériellement. Petite mise en contexte avant de plonger dans l'extérieur. On va retourner à l'été dernier, donc pendant juillet et août. C'était la période où j'étais juste avant l'externat et je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. J'étais assez stressée, assez anxieuse, j'avais peur de ne pas avoir les connaissances requises, j'avais peur de ne jamais savoir réellement faire un examen clinique, j'avais globalement peur de ne pas savoir comment répondre aux questions des praticiens, donc c'était une période assez difficile puisque l'anxiété commençait vraiment à monter. Je ne sais pas du tout si vous êtes dans le même cas que moi, mais je sais que avant d'aller en externat, j'étais vraiment assez stressée. Mais pour que vous ne ressentiez pas la même chose que moi, nous allons passer directement à l'étape 1, l'équipement. Qu'est-ce qu'il vous faut en tant qu'externe? Qu'est-ce que vous devez avoir? D'une manière scolaire, j'estime, en tout cas je pense, que c'est intéressant d'avoir un bureau, une chaise, des fournitures type stylo, stabilo, crayon. Vous faites en fonction de si vous aimez la couleur ou pas, enfin voilà, vous vous organisez comme vous voulez. Une tablette ou un ordinateur pour pouvoir faire des QCM, pour pouvoir vous entraîner. À la limite, si vous n'avez pas du tout de tablette ou d'ordinateur, au moins un téléphone, mais je pense que tout le monde a un portable pour pouvoir s'entraîner sur Younes ou sur les sites qui nous permettent de nous entraîner. Au niveau du matériel médical, il vous faudra un stéthoscope, une lampe pour pouvoir faire le réflexe photomoteur au niveau des yeux. Mais du coup, si vous n'avez pas de lampe, c'est pas grave, le flash du téléphone fonctionne très bien. Un marteau réflexe, un stylo, si possible 4 couleurs, un petit carnet pour pouvoir noter ce que vous apprenez en stage ou vos examens cliniques quand vous examinez une personne. Une blouse, moi je sais que j'en ai acheté une parce que j'ai la flemme d'aller à la lingerie du CHU, mais après vous pouvez aller à la lingerie directement et ne pas acheter de blouse. Vous pouvez éventuellement acheter une tenue de bloc, ça peut être hyper intéressant parce que de toute façon vous serez en tenue de bloc pour les urgences quand vous ferez des gardes et quand vous allez aller au bloc ou des choses comme ça peut être intéressant d'en avoir une, même si quand on va dans le bloc, faut vraiment avoir la tenue propre, là vous pourrez pas prendre la vôtre, mais en tout cas dans le service vous pourrez mettre la vôtre. Et un sac type tote bag pour tout transporter. Globalement, en termes d'équipement, je pense que c'est ça qu'il faut. Deuxième point, le choix du support. Donc ça c'est un point qui est assez important. Quel support vous allez utiliser pour travailler? Est-ce que vous allez utiliser les collèges? Est-ce que vous allez utiliser des fiches récapitulatives type les fiches EDN de EDNI?
ou les fiches Lisa, qui sont des fiches gratuites. Alors je sais pas par qui elles sont faites, mais en gros elles reprennent tout ce qui est important de savoir pour les EDN. Il y a aussi les fiches de La Martingale et les fiches Codex, il me semble. Donc vous pouvez un petit peu regarder sur internet comment sont faites ces différentes fiches ou comment sont faits ces différents supports et choisir en fonction de votre méthode, de votre façon de travailler. On va revenir juste après à la méthode d'apprentissage, mais c'est important de choisir ces supports en fonction de votre méthode. Faut aussi que vous réfléchissiez à si vous allez aller en cours, si jamais il y a des cours dans votre fac, est-ce que vous allez plutôt regarder des vidéos? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin par exemple d'avoir sur certains points des explications et donc du coup vous pouvez choisir une plateforme qui en parallèle met des vidéos. Au niveau des plateformes, il y a par exemple la plateforme EDNI qui est une plateforme payante à peu près 400 € par mois il me semble. Une plateforme un petit peu moins chère, il y a la plateforme Hippocampus. Si jamais vous avez besoin d'explications, il y a aussi les Conf Cartesia qui apparemment sont pas mal et qui permettent de bien expliquer certains points et certains items. Donc ce sont des conférences virtuelles et il me semble que vous avez des exercices et en même temps à côté vous avez des explications. Donc voilà, il y a différentes plateformes, il y a différents types de supports de cours. Donc il va falloir que vous déterminiez, faire un tri entre ces différentes plateformes et entre ces différents supports de cours pour savoir lequel vous correspond. Pour cela, moi je vous conseille de tester. Moi je sais que j'ai testé 3 méthodes avant de trouver la bonne. La première, j'ai essayé de travailler sur les collèges mais je n'ai pas réussi parce que je trouve que les items sont beaucoup trop longs et moi je n'arrive pas à rester concentrée aussi longtemps. La deuxième, ça a été de travailler uniquement avec la plateforme EDNI, donc avec les fiches EDNI et avec les QCM et les masterclass qui sont présentes sur EDNI. Cependant, j'avais du mal un peu avec l'organisation parce qu'il fallait à chaque fois que j'imprime mes fiches et après il fallait que je les mette dans des porte-vues et ça me saoulait un petit peu de devoir imprimer sachant que j'ai pas d'imprimante et tout ça. Donc j'ai décidé finalement de travailler avec les supports La Martingale en termes de cours parce que du coup tout est imprimé et mis dans des livres donc c'est très pratique pour moi, je n'ai rien à imprimer et à côté de ça, je fais mes QCM avec la plateforme EDNI. On va passer à la troisième étape, la méthode d'apprentissage. Donc j'ai fait un podcast dédié pour trouver sa méthode de travail. Vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là sur cet épisode qui est un guide de l'externat, souvent la méthode, on l'a déjà, on la connaît déjà. C'est quelque chose qu'on fait déjà et qui fonctionne pour nous. Par exemple, moi j'ai essayé pendant un moment de ne plus faire de QCM et de faire qu'apprendre, mais en fait c'est quelque chose qui ne marche pas sur moi. Moi j'ai besoin de beaucoup d'entraînement et de peu de moments d'apprentissage entre guillemets. Donc c'est quelque chose qu'il faut que j'applique à l'externat. Faut juste que je change les supports, mais entre guillemets la méthode, la base reste la même. Et donc en L3, ce qui a fonctionné pour vous, va refonctionner en externat. Typiquement, moi en L3, ma méthode c'était je fais mes cours, 1 mois et demi avant les partiels, je commence à tout relire, donc pendant 1 mois je fais la 2e lecture, et après il me reste 2 semaines de révision juste avant les partiels, où là je fais la 3e lecture, et où je fais énormément de QCM et d'entraînement, puis je vais au partiel. Voilà, ma méthode est très simple, c'est juste ça. Il y a entre 2 à 3 lectures, et je fais beaucoup de QCM, plus vers la fin que vers le début. Donc vous, essayez peut-être de mettre sur un bout de papier ou quelque chose, ce qui marche pour vous, en général, en globalité, pour pouvoir essayer d'avoir un fil conducteur qui vous guide tout simplement durant l'externat. Et justement, pour retrouver un petit peu de motivation et de réassurance, je vous propose de suivre certains comptes Instagram qui justement parlent de l'externat et qui peuvent peut-être vous rassurer, vous motiver et vous faire sentir moins seul, parce que c'est un des grands points de l'externat, c'est vraiment la solitude. Donc je pense que avoir des petits comptes Insta qui nous motivent, ça peut être cool. Donc je vais vous en proposer certains, une petite sélection, et vous choisirez ceux que vous préférez parmi ma petite sélection. Bien entendu, je n'ai pas sélectionné tous les comptes qui parlent de médecine. Enfin, c'est même pas une sélection, genre c'est juste les personnes que je suis finalement, tout simplement. Il y a par exemple CamStudy, EMLPR, Maman fait médecine, Dr Bemi, Med One Day, Juste un externe, Dixton, je ne sais pas comment ça se prononce, Dr Mill et Med Louis. Et bien entendu, j'en oublie beaucoup et je suis vraiment désolée, mais je trouve que c'est intéressant de trouver des comptes qui nous correspondent et qui nous font sentir vraiment moins seuls dans cette galère, quoi. Maintenant qu'on a fait le tour du matos, des supports et qu'on a trouvé un minimum de motivation, on va rentrer dans le concret, les stages. Le fameux monde réel où on découvre qu'avoir un stéto, c'est bien, mais savoir dans quel sens le mettre, c'est encore mieux. Et oui, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est lors de mon premier stage, donc j'étais chez un médecin généraliste, et un jour, je vais ausculter une patiente, et je lui dis, punaise, je comprends pas, mon stéto ne marche pas, j'entends pas, je crois qu'il est cassé. Et il me regarde, et en fait, en bas du stéto, vous pouvez regarder avec le vôtre, vous pouvez tourner le stéto à gauche ou à droite, enfin le tuyau à gauche ou à droite, et en fonction de si il est à gauche ou si il est à droite, et ben ça veut dire qu'il est ouvert ou fermé, donc qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Sauf que moi, en fait, il était fermé, je ne sais pas pour quelle raison, et
ce qui a fait qu'en fait je n'entendais pas le cœur de la patiente et j'avais l'air très très con parce qu'en fait il m'a dit mais en fait ton stéto ne marche pas, tu ne l'as juste pas ouvert. Et j'étais en mode ah ouais. Yes. Ce moment a été assez gênant, je vais pas vous mentir. Il m'a regardé avec beaucoup de jugement, mais c'est pas grave. Partie 2, le terrain entre stage et réalité. On va parler tout simplement de ce qu'on vit concrètement dans les services. Déjà, la première étape, c'est de choisir quel stage on va faire. C'est pas toujours facile parce que, par exemple, chez nous à Caen, on a des classements qui sont faits au hasard et en fonction du classement qu'on a, on peut obtenir tel ou tel stage. Car il y a des stages qui sont considérés comme prestigieux et donc du coup, faut avoir un bon classement pour les avoir. Et il y a d'autres stages qui sont considérés comme moins prestigieux entre guillemets et donc du coup si on a moins de points on peut les avoir facilement. Enfin c'est pas vraiment si on a moins de points, c'est plus si on est en bas du classement, mais bref voilà, ceux qui sont en haut du classement ils ont les bons stages, ceux qui sont en bas ils ont les mauvais stages. Pour choisir quel stage faire, il faut faire en fonction déjà de ce qu'on aime. Je pense que pour le premier stage il faut absolument ne pas aller dans quelque chose qu'on n'aime pas ou dans quelque chose qui nous fait peur. À Caen, un stage assez difficile pour quelqu'un qui rentre dans l'externat, c'est le stage de réanimation. Car dans le service de réanimation de Caen, ils attendent beaucoup des externes. Cependant, quand tu arrives en externe et que tu n'as jamais vu un patient de ta vie, tu ne sais absolument pas quoi faire. Et en plus, la plupart du temps, quand tu arrives en externat, tu as lu aucun cours, donc vraiment, t'es totalement perdu, ce qui est totalement normal. C'est pourquoi je conseille de commencer en douceur par des stages un petit peu smooth, un petit peu léger. Moi je sais que j'ai commencé par un stage petit aparté, si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chien qui ronfle. Vraiment, il est en train de roupiller là, vraiment c'est assez bruyant. Personnellement, moi j'ai décidé de choisir le stage de médecine générale parce que justement, c'était un stage assez chill entre guillemets et qui m'a permis de faire une première approche, de faire un premier pas dans la médecine pour comprendre les bases, l'essentiel. Et je trouve que la médecine générale, c'est cool parce que c'est assez transversal, donc on voit pas mal de choses et en même temps, on va pas trop dans les profondeurs, entre guillemets, des items, donc ça nous permet de voir les choses un peu en surface et de nous mettre tranquillement dans le bain. Ensuite, moi, j'ai décidé de faire un stage aux urgences parce que je me suis dit, c'est le moment, après le stage de MedG, d'accroître mes connaissances et de me mettre un petit peu dans la difficulté et dans l'urgence, entre guillemets. Franchement, ce stage était super cool, il m'a appris plein de choses, donc c'est ce que je vous conseille. C'est vraiment de commencer par un stage assez tranquille et après, hop, on se met un peu dans le bain. Bien entendu, vous faites bien ce que vous voulez, mais je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. Au niveau des stages, c'est intéressant de savoir que dans toutes les facs, il y a des stages qui sont un peu plus planques que d'autres, c'est-à-dire des stages où on a un peu moins que d'autres, et c'est intéressant de garder ces stages planques, justement, dans les moments où on a du mal à travailler, dans les moments où on a des baisses de morale. Je trouve ça cool, justement, de pouvoir avoir des moments où on choisit un stage moins prenant, mais du coup, pour penser un petit peu plus à sa santé mentale. Donc, en fait, le choix de stage se fait pas que en fonction de qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il se fait aussi en fonction de ce que tu ressens, d'où t'en es dans ton externat, est-ce que tu veux vraiment plus travailler tes items, est-ce que tu veux plus être à l'hôpital. Ça dépend vraiment des moments de ton année et de comment tu le ressens. Et c'est vraiment toi qui dois le choisir, donc ça c'est important. Petit conseil, c'est de planifier son année. Mais pas de planifier son année en mode tel jour je fais tel item, tel jour je fais tel item, de telle heure à telle heure, nanana. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste avoir une idée globale de ce qui nous attend sur un an. Ça permet d'enlever un certain stress, je trouve, et ça permet d'être plus relâché. Je vous propose par exemple de savoir quand vont être vos vacances, quand vous êtes en stage, quand vous avez des périodes de cours, quelles sont les dates de vos partiels, qu'est-ce que vous allez faire à Noël, si vous fêtez Noël, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire l'été, qu'est-ce que vous allez faire, enfin bref. D'avoir une idée globale de son année, de savoir que telle date, je dois être à peu près là dans mes cours, à telle date à peu près là. Et donc du coup, si on avance comme ça tranquillement, et quand on prend des jours de pause, ou quand on part en vacances, ou quand on fait je sais pas quoi, on culpabilise beaucoup moins, tout simplement parce que c'est prévu. Tout simplement parce que c'est prévu. Oui, je le répète, mais c'est vrai en fait. Les choses prévues, les choses, on sait que ça va se passer comme ça, on est en mode bon, moi c'est chill. C'est pas grave si je travaille pas aujourd'hui, puisque tout va bien. Je ne suis pas en retard, mon année est planifiée, c'est prévu. Tout va bien. Donc tout va bien. Si ça peut vous aider, si vous voulez, j'ai mis sur Instagram et en gros vous avez un lien qui amène à une frise chronologique qui peut vous permettre justement de planifier un petit peu votre année. Et je trouve ça assez cool, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram sur medstudy-8 podcast. Nous allons maintenant parler de l'arrivée en stage, parce que c'est bien beau d'avoir choisi son stage, d'avoir planifié son
son année. Mais Yona, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en stage? Quel est notre rôle? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Le rôle principal de l'externe, c'est de faire les examens cliniques. Donc, un examen clinique, qu'est-ce que c'est? C'est un examen où on va ausculter la personne par système, c'est-à-dire qu'on va ausculter le système cardiologique, pneumologique, le système abdominal, le système neurologique et on va regarder la personne sur le plan psychiatrique. Je vais vous mettre pareil dans les liens dans ma bio un exemple d'examen clinique tout à fait normal pour que vous puissiez avoir une base, mais en gros on va regarder les bruits du cœur, est-ce qu'il y a un souffle, est-ce qu'il y a des œdèmes des membres inférieurs, est-ce qu'il y a une turgescence jugulaire, est-ce qu'il y a un reflux hépato-jugulaire, est-ce qu'il y a une hépatomégalie, une splénomégalie, est-ce que le murmure vésiculaire est symétrique, est-ce qu'il a des bruits surajoutés, est-ce qu'il y a une cyanose, est-ce qu'il y a des marbrures, est-ce que la personne tousse, est-ce qu'il y a des crachats, est-ce que la personne a un déficit des paires crâniennes, est-ce que la personne a des bons réflexes ostéotendineux, est-ce que la personne a mal au ventre, où elle a mal au ventre, région hypogastrique, région épigastrique, de l'ombilic, région des fosses iliaques, enfin bref, vous aurez compris. En gros, on ausculte la personne de la tête aux pieds et on regarde si globalement tout va bien, où sont les douleurs. Et en fait, les douleurs qu'on va retrouver à l'examen clinique, et ben ça va nous permettre de nous orienter pour avoir un diagnostic futur. Donc notre rôle, c'est de faire l'examen clinique et de le noter, de faire une synthèse. Donc tout simplement, de reprendre les antécédents de la personne, les traitements, le mode de vie, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle boit, puis de faire l'examen clinique et de récupérer l'histoire de la maladie. Pourquoi la personne est là? Est-ce qu'elle a eu des symptômes? Si oui, lesquels? Quand? À quelle heure? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a mangé? En gros, nous faisons un interrogatoire. On interroge la personne de A à Z et on regarde somatiquement ce qui se passe. Puis après, on va sur notre ordinateur et on note tout ce que la personne nous a dit, tout ce qu'on a vu, tous ces traitements pour avoir en fait la base. Puis, on transmet au médecin en disant patient de nanana arrive pour nanana, aux antécédents de nanana, avec tel traitement, l'histoire de la maladie c'est tatata, et à l'examen clinique je retrouve tatata. Et en parallèle, on apprend à faire des gestes. Donc en fait notre but c'est simple, c'est de faire l'examen clinique, de noter, de faire des petites synthèses, de faire des petites choses comme les ECG, comme les tests de mémoire, comme les tests d'hypotension orthostatique, comme parfois des biopsies, comme des sutures aussi. On va faire plein de petits gestes et on va aussi faire beaucoup d'examens cliniques justement pour travailler notre clinique. Et c'est le rôle principal d'un externe. En parallèle de votre stage, vous aurez sûrement des gardes. Et qu'est-ce qu'on doit faire lors d'une garde? C'est exactement la même chose. On doit tout simplement aller voir la personne, lui demander son histoire de la maladie, les traitements, enfin tout ce que je viens de dire, le noter sur un ordinateur, en parler à l'interne, proposer éventuellement des traitements ou une prise en charge. Par exemple, à l'auscultation, on entend, je sais pas, des sibilants ou des crépitants. Alors on va dire, peut-être qu'on devrait faire une radio pulmonaire pour regarder comment ça se passe au niveau des poumons. Et peut-être qu'aussi on devrait faire une prise de sang pour savoir s'il y a de l'inflammation, s'il y a une hyperleucocytose ou s'il y a d'autres problématiques. Et puis après, on va voir un autre patient et on refait la même chose. Et s'il y a besoin de suturer, on suture. S'il y a besoin de faire un petit geste, comme par exemple contrôler un épistaxis, donc c'est un saignement du nez, on va essayer de contrôler l'hémorragie. Enfin voilà, on est la première ligne. La première personne que voit le patient, c'est nous. Et après, on le transmet au médecin et le médecin va mettre en œuvre des examens complémentaires et va retourner voir le patient pour vérifier déjà ce que vous avez dit. Et en plus, pour lui dire écoutez, on a trouvé ça et ça, donc on pense que vous avez ça, on va vous donner ça ou on va faire ça. Nous, les gardes à Caen, c'est par exemple les gardes de nuit, c'est de 18h30 à 8h30. Globalement, faut arriver vraiment en ayant mangé avant sa garde. Vous arrivez, vous vous changez, donc vous mettez une sorte de tenue bleue, donc une sorte de tenue de bloc. Vous prenez vos petits ustensiles, vous allez dans la salle des médecins, des internes et des externes. Vous regardez un petit peu les patients qui allaient voir, vous allez voir les patients, vous notez dans leur dossier tout ce que vous avez vu et tout ce qu'ils vous ont dit, et vous faites ça en globalité toute la nuit. C'est globalement ça une garde. Sachant que souvent on va manger assez tard, en tout cas moi dans mon CHU on va manger assez tard. On mange vers 3h du mat, un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui viennent aux urgences. On mange assez tard et c'est très rare qu'on dorme. Moi je sais que j'ai dormi une seule fois en garde et que je me suis couchée il était 4h du matin. Sinon, je ne me suis jamais couchée parce qu'il y a pas mal de patients. Et maintenant, parlons des limites de l'externat. Faut bien comprendre que le but d'un externe, c'est d'apprendre. Donc, si tu n'as pas la réponse à toutes les questions, si tu ne sais pas tout faire, parce que quand tu arrives aux urgences, par exemple,
tu ne sais rien faire, à part suturer, mais souvent nous on suture sur des personnes décédées pour apprendre, suturer sur une personne vivante, tu l'as jamais fait. Donc t'arrives aux urgences, tu ne sais pas faire ça. Et c'est normal, et c'est pour ça que les gens sont là pour t'apprendre les choses. Donc, ton rôle, c'est de faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire l'examen clinique, éventuellement les petits gestes assez simples, les ECG et tout ça. Et après, le rôle de l'interne et du médecin chef de service, par exemple, c'est de t'apprendre. Donc, faut surtout pas culpabiliser si on ne sait pas les choses, tout simplement parce qu'on est en période d'apprentissage. On est dans la seule période de notre vie en tant que médecin où si on fait des erreurs, ça ne sera pas de notre faute, parce que justement, on apprend. Et le but, c'est de faire des erreurs. Alors, bien entendu, c'est de pas de faire des erreurs qui mettraient en jeu la vie du patient, ce serait dommage, mais de faire des erreurs, par exemple, de dire moi je pense qu'il faut mettre tel traitement alors qu'il faut pas mettre tel traitement, et c'est pas grave. Juste vous dites à l'interne moi je pense qu'il faut mettre tel traitement, lui va vous dire non c'est pas ça. Vous avez fait une erreur, vous êtes trompé, mais au moins vous avez appris. Et le but de l'externat, c'est d'apprendre, c'est de progresser, c'est pas de laisser sa vie à l'hôpital, c'est pas d'endosser le rôle d'un interne, c'est pas d'avoir des responsabilités, non. Le rôle d'un externe, c'est juste d'apprendre. Les stages, c'est clairement une montagne russe émotionnelle. Et même si au début tu veux tout bien faire, tout apprendre, tout retenir, il y a un moment où le mental dit stop. Alors maintenant, on va parler de ce moment-là, quand ton cerveau surchauffe, quand tu n'as plus envie, quand tu es à bout, et que pourtant tu continues, parce qu'il y a des moyens de bien vivre son externat, parce que c'est possible de ralentir, c'est possible d'être moins productif, c'est possible de moins travailler, et il y a peut-être un moment où vous allez vous rendre compte que tenir un rythme infernal entre les cours, le stage, les gardes, c'est juste impossible et c'est normal de ralentir et tout le monde le fait, donc c'est important que j'en parle parce qu'on peut penser en arrivant en externat que vas-y, il faut qu'on donne tout, qu'on doit soit à fond tout le temps et tout, mais c'est pas vrai. Parlons de l'étape 3, la tempête émotionnelle. En effet, durant l'externat, votre mental va peut-être prendre cher. C'est pourquoi il est primordial, selon moi, d'intégrer dans votre semaine des moments de détente, des jours off, des moments où vous pouvez faire du sport. Je vous conseille par exemple de ne pas travailler le dimanche, jamais. Vraiment, le dimanche, c'est un jour de repos. D'essayer de faire du sport, d'essayer de voir des gens, d'essayer de sortir, d'aller au bar si vous avez envie d'aller au bar, ou d'aller vous promener, ou d'aller faire une activité un petit peu plus originale, ou d'aller au cinéma. Enfin bref, c'est super important de faire autre chose que de la médecine. Justement, pour pouvoir durer 3 ans, je pense qu'il est important d'avoir un point d'équilibre. Et pour trouver ce point d'équilibre, il faut faire des choses qui nous correspondent. Si par exemple, vous êtes une personne qui n'aime pas travailler le week-end, ne travaillez pas le week-end. Je suis une personne qui n'aime pas travailler le week-end, donc je me garde juste 2 heures le samedi pour travailler la LCA, sinon je ne travaille pas le week-end. Tout simplement parce que je n'aime pas ça et je n'y arrive pas et c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et si je travaille le week-end, après je me sens pas bien. Donc autant faire quelque chose qui me correspond, c'est-à-dire être productif en semaine et se reposer le week-end, plutôt que de tout le temps travailler et donc du coup de tout le temps ne pas être productif parce que en fait ça ne sert à rien. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir au moins une journée par semaine où vous ne travaillez pas et en plus dans la semaine de se garder au moins 2 heures de off. Mais pas le soir parce que par exemple moi le soir je m'arrête de travailler vers 19-20 heures et après je ne retravaille plus. Mais ça pour moi c'est juste normal. Mais dans ma semaine je mets dans une journée il y a 2 heures où je ne travaille pas et je fais autre chose. C'est un moment, c'est une coupure dans ma semaine et ça fait vraiment du bien et c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Donc c'est important de vraiment prendre soin de soi pour pouvoir tenir sur le long terme. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un point essentiel de l'externat. Étape 10, la désillusion. Parce que oui, souvent quand on arrive en externat, on est en L3, on est super content parce qu'on va pouvoir voir des choses concrètes, parce qu'on va pouvoir aller à l'hôpital, parce qu'on va pouvoir faire des gardes, parce qu'on va pouvoir apprendre aussi vraiment des items et des vraies maladies, donc des choses vraiment concrètes. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a une certaine désillusion. Car oui, la fatigue va s'accumuler, vous allez avoir de la culpabilité, de la baisse d'énergie, une baisse de morale, et c'est tout à fait normal. C'est vraiment un moment par lequel tout le monde passe et il faut juste l'accepter. Donc c'est ok de ne pas travailler une journée, 2 journées, une semaine, de se prendre une semaine de vacances imprévues. C'est normal de se reposer, de faire des siestes, de dormir plus longtemps, de pas se lever à 8 heures tous les matins. C'est normal d'aller voir une psychologue
psychologue ou un psychologue, d'aller voir son médecin traitant pour parler de nos difficultés. C'est normal d'essayer d'être accompagné. C'est normal d'avoir des journées improductives. C'est normal de faire autre chose que la médecine. C'est normal de voir des potes, c'est normal de vouloir voyager, c'est normal de vouloir voir sa famille, c'est normal de vouloir manger par exemple un McDonald's et de manger gras et de se dire ah vas-y. C'est normal de louper une séance de sport parce qu'on n'a pas envie d'aller en sport et qu'on a juste envie de dormir. C'est normal de faire des grasses matinées. C'est normal de pas toujours suivre son agenda. C'est normal d'avoir des jours en stage où on va se sentir super nul. C'est normal. Tout est normal. Et ça, faut juste l'accepter. C'est juste la normalité, sauf que personne ne le dit, alors que tout le monde le ressent. Donc vraiment, je pense que c'est important de savoir qu'il va y avoir un moment où on va vraiment être fatigué et qu'il faut tout simplement se reposer. Ça ne sert à rien de pousser jusqu'à aller vers la dépression, jusqu'à aller vers le burn-out. Je peux vous le dire, puisque je suis passée par là, franchement, dès que vous en avez marre, faites une pause. Arrêtez de vous dire que vous n'avez pas assez travaillé. Essayez de ne pas culpabiliser parce que vous n'avez pas fait tel ou tel item. Franchement, on s'en fout. Pensez, des fois fermez les yeux. Des fois c'est ce que je fais. Je ferme les yeux, je respire et je m'imagine être juste une poussière dans l'univers. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi mon problème ? Quel est mon souci ? Je n'ai pas de souci. Je suis juste une petite poussière dans l'univers. Donc ce n'est pas grave si aujourd'hui je travaille pas. Ce n'est pas grave si aujourd'hui je me suis levée à 10h. C'est pas grave si j'ai mangé gras 2 jours de suite. C'est pas grave. Et c'est juste être un être humain. Autre point primordial qui rejoint le point précédent, c'est d'accepter que tout n'est pas toujours lisse. C'est d'accepter nos imperfections. C'est d'accepter nos défauts. C'est d'accepter par exemple, pour moi, le fait que je n'aime pas travailler. C'est d'accepter le fait que je n'aime pas spécialement apprendre. C'est d'accepter parfois de rester assis derrière un bureau alors que j'ai envie d'aller dehors. C'est d'accepter parfois de ne pas travailler un jour pour mieux travailler le lendemain. C'est accepter de sortir en boîte de nuit un soir parce que j'en avais vraiment envie. C'est accepter de ne pas aller tous les jours à la BU. C'est accepter de vivre. C'est pas parce qu'on est en externat que notre vie devient l'externat. Nous avons une vie et l'externat en fait partie, c'est tout. Et c'est accepter de vivre avec l'externat. C'est pas accepter que l'externat soit notre vie. Je suis très philosophique là en cette fin de podcast, mais je trouve ça vraiment important d'en parler. Ok, maintenant qu'on a regardé les moments de down en face, en face to face, qu'on a accepté que parfois c'est pas glam, pas instagrammable, et que c'est pas toujours très doux, très fluide, qu'on va forcément avoir des moments de up et des moments de down. Il est temps de parler de ce qu'il reste quand la tempête passe, la résilience, parce que oui, je crois que c'est un point important de l'externat. C'est un truc qui pousse, qui grandit, même dans les périodes de doute. Et c'est surtout ce qui nous permet d'évoluer sans nous oublier. Partie 4, la résilience et l'évolution. Car oui, l'externat, c'est avant tout une épreuve. C'est avant tout un exercice pour apprendre à trouver son équilibre, à trouver ses limites. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur comment trouver son équilibre, vous pouvez aller l'écouter, il est toujours disponible. Et une fois qu'en fait vous avez trouvé la manière de faire, votre fonctionnement, votre roulement, entre guillemets, votre petite routine, il est important parfois de se rappeler pourquoi on fait ça, de trouver du sens à ce que l'on fait et d'essayer de trouver le fil conducteur, celui auquel on peut se raccrocher même dans les moments les plus sombres. Et ça, pour moi, ça a été assez difficile de le trouver. Je sais que j'ai beaucoup galéré à savoir pourquoi j'étais en médecine, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je suis là, qui je veux aider, mais pourquoi je fais ça en fait. Et des fois, j'ai vraiment encore du mal à me raccrocher à ce fil. Je veux aider les autres, notamment les personnes qui ont des addictions. Je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de comprendre l'addiction et d'aider les personnes qui en souffrent. C'est mon fil conducteur, c'est ce qui me permet d'avancer, de savoir que oui, la chirurgie, c'est pas pour moi. Que oui, l'hospitalisation, c'est pas ce que je préfère. Que la médecine générale, c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je veux, c'est être au contact des gens. Au contact des personnes qui ont par exemple des addictions, des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, enfin. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça se trouve, dans 2 ans, je vais vous dire que je vais devenir urologue. Rien à voir. Mais ça me semble quand même peu probable. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez trouver votre fil conducteur. Le pourquoi. Pourquoi je fais ça. Et comme ça va vous permettre de vous raccrocher à ce fil quand vous partez un petit peu à la dérive. Si tu es arrivé jusque-là, franchement, merci. Ça veut déjà dire que tu prends du temps pour toi, que tu prends soin de toi, car tu écoutes ce podcast sur comment vivre l'externat, mais comment vivre un bon externat. Je tiens à préciser que dans votre externat, vous allez forcément avoir des moments de doute et des moments de vraiment down, mais de gros down, et juste vraiment
si je peux vous donner un conseil, et c'est le dernier petit conseil que je vous donne, écoutez votre corps et votre mental, ils savent ce qui est bon pour vous. Vraiment, vraiment. Vraiment. L'externat, c'est pas juste une phase d'étude, c'est un passage, une zone floue entre l'étudiant qu'on était et le soignant qu'on devient. Et ce passage, il est pas linéaire. Il y a des moments de doute, des réveils sans motivation, des stages où tu te demandes ce que tu fous là, et d'autres où tu ressors avec les étoiles plein les yeux. Ce guide, c'est pas une solution miracle, c'est une boussole, c'est une idée, c'est un fil, c'est un petit rappel pour te dire que tu n'es pas seul à galérer, que c'est ok de ne pas tout maîtriser, que c'est humain de ralentir et que surtout, tu as le droit de vivre cette expérience à ta façon. C'est le plus important, c'est de trouver ta manière de faire, ta façon de faire les choses. Après avoir écouté ce podcast, prends ce qui te parle, laisse ce qui ne te parle pas et avance à ton rythme. Tu es déjà arrivé jusqu'ici, tu vas continuer à le faire et je suis sûre que tu vas y arriver à ta manière. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager ou à en parler autour de toi, voire même à m'envoyer un petit message. J'adore avoir de vos retours, vraiment ça me fait palpiter. Et surtout, prends bien soin de toi. Je vous dis à très vite pour un nouveau guide, peut-être un plus précis sur les stages, un sur l'examen clinique, ou un sur comment survivre à nos moments de flou. Enfin bref, peut-être que les guides reviendront. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur medstudie-du8 podcast. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!